Bien. Le séminaire qui commence aujourd'hui est lié au cours que je donne ici tous les mercredis sous l'intitulé les formes d'hybridation dans les collectifs, dans la composition des collectifs, cours qui a commencé hier. Le séminaire, quant à lui, aborde, à partir d'études de cas plus nombreuses que celles que je pourrais examiner dans le cours, la question générale dont le cours traite. Et c'est pourquoi il me faut dire un mot en guise d'introduction à ce séminaire de la problématique du cours, puisqu'elle est évidemment très liée aux choses dont on va parler dans le séminaire. Je ferai cela en rappelant brièvement certaines des idées que j'ai développées hier, en m'excusant d'avance auprès des auditeurs qui étaient présents au cours pour les répétitions que je serai conduit à leur imposer. Donc le cours de cette année, il est consacré à un problème dont j'avais jusqu'à présent différé l'examen, et qui est le problème des modes de composition des collectifs hybrides, c'est-à-dire de ces assemblages d'êtres, de relations, qui semblent relever simultanément d'au moins deux régimes ontologiques distincts. Alors je ne reviendrai pas en détail sur ce que sont ces régimes ontologiques, si ce n'est pour dire qu'ils correspondent aux filtres, aux moyens desquels les humains actualisent de façon différente selon les milieux où ils ont été socialisés, la myriade de qualités, de phénomènes, d'êtres, de relations que leur environnement offre à leur appréhension. On peut appeler cette actualisation une mondiation, c'est le terme que j'ai fini par adopter, c'est-à-dire une forme de composition des mondes, à condition de préciser que cette mondiation n'aboutit pas à une vision du monde, qui est la formule qui est la plus commune en anthropologie, voire dans les sciences sociales, c'est-à-dire à une version qui serait l'une parmi d'autres d'une réalité transcendante à laquelle seul Dieu ou la science pourrait avoir accès. Elle produit, cette mondiation, un monde au sens propre, un monde saturé de sens, fourmillant de causalité, qui chevauche sur ses marges d'autres mondes du même genre, qui ont été actualisés par d'autres humains dans des circonstances analogues. Et c'est la relative coïncidence de certains de ces mondes, les repères communs, les expériences partagées dont ils témoignent, qui donnent lieu à ce qu'on appelle ordinairement une culture. Donc j'ai considéré jusqu'à présent 4 filtres principaux, moyens desquels cette mondiation s'opère, des filtres que j'ai appelés, en reprenant une terminologie conventionnelle, animisme, totémisme, analogisme et naturalisme. Autrement dit, on a là 4 façons contrastées de détecter des continuités et des discontinuités dans les plis du monde. Il s'agit, et ça il faut le souligner, c'est important, il ne s'agit pas d'une typologie empirique, mais d'un modèle général des systèmes de qualité repérables dans les objets du monde, lequel se décline en combinaisons dont chacune peut s'incarner ça ou là dans une ontologie qui en synthétise de façon ostensible les principes élémentaires. Soit une continuité morale entre humains et non-humains et une discontinuité de leur dimension physique, j'ai appelé ça l'animisme, soit une discontinuité morale et une continuité physique, et j'ai appelé ça le naturalisme, soit une double continuité morale et physique, mais répartie en blocs discontinus d'humains et de non-humains, et j'ai appelé ça le totémisme, soit enfin une double discontinuité physique et morale que des réseaux de correspondance s'efforcent en vain de rendre continue, et j'ai appelé ça l'analogisme.
De ce point de vue, donc, on peut dire, par exemple, qu'il y a des formations sociales qui rendent évident ou qui sont des cas exemplaires de ces régimes ontologiques. L'animisme, par exemple, est bien représenté par les Indiens d'Amazonie, le totémisme par les aborigènes australiens, le naturalisme par l'épistémologie kantienne ou néo-kantienne, ou l'analogisme par l'ontologie des Indiens de Mésoamérique. Assez souvent, toutefois, ces systèmes de qualité n'existent qu'à l'état de tendance, des tendances qui, ou alors ils se recouvrent partiellement. Donc plutôt que de les considérer comme des cosmologies closes, comme des cultures compartimentées au sens classique, il faut les appréhender comme des conséquences phénoménales de 4 types distincts d'inférences au sujet de l'identité des existants qui nous entourent et ou que nous nous plaisons à imaginer. Donc n'importe quel humain est capable de mobiliser l'un ou l'autre de ces types d'inférences selon les circonstances, mais les jugements d'identité récurrents qu'un humain aura tendance à produire, c'est-à-dire tel existant appartient à telle catégorie rangée avec tel type d'être, etc., entretient tel type de relation avec tel autre type d'être, ces inférences vont suivre la plupart du temps le genre d'inférence privilégié par la communauté au sein de laquelle il a été socialisé. Alors j'ai examiné jusqu'à présent les formes de collectifs qui correspondent à chacune de ces modalités de mondiation, en puisant dans l'ethnographie, dans l'histoire, les exemples qui étaient les plus conformes au modèle. C'est assez logique de le faire, bien évidemment. Et pour l'animisme, par exemple, en Amazonie, dans le nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, où les collectifs peuvent être conçus comme ce que j'ai appelé des tribus-espèces. Pour le totémisme, que j'ai choisi d'illustrer pour l'essentiel par l'exemple des aborigènes australiens, et dans lequel, au fond, chaque collectif correspond à une classe totémique à l'intérieur de laquelle les similitudes entre humains, animaux et plantes sont fondées non pas sur la ressemblance morphologique, mais sur le partage d'un ensemble de qualités physiques et morales relativement abstraites, que le prototype totémique, qui est généralement un animal, pas toujours, mais le plus souvent un animal, ou qui est désigné en tout cas par un nom d'animal, transmet génération après génération aux individus humains et non humains qui composent le groupe qui porte son nom. Mais si ces modèles de collectifs animistes et de collectifs totémiques sont typiques, par exemple, des institutions amazoniennes ou des institutions australiennes, il arrive aussi très souvent que les formes sous lesquelles des collectifs se présentent à l'observateur soient moins clairement identifiables parce qu'elles combinent des traits de l'un et l'autre modèle. Il est donc crucial de pouvoir comprendre les modalités d'hybridation entre les modèles, et c'est ce à quoi le cours de l'année sera consacré. Je procéderai, comme je l'ai annoncé hier, par étude de cas, afin d'envisager différentes modalités d'articulation, c'est-à-dire portant sur des domaines d'activité, sur des champs de pratique différents au sein de chaque collectif, en concentrant mon attention sur 2 formes d'hybridation, entre l'animisme et le totémisme d'une part, entre l'animisme et l'analogisme d'autre part, et j'examinerai en particulier la combinaison entre animisme et totémisme avec des exemples amérindiens. C'est mon passé, mon présent encore d'ailleurs, d'américaniste qui ressort. Les Wayuu de la Guajira colombienne et vénézuélienne, les Bororo du Brésil central et les Tsimshian de Colombie-Britannique. Tandis que l'analyse des combinaisons entre animisme et analogisme va reposer sur des exemples qui sont tirés d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale. J'ai aussi dit hier les raisons pour lesquelles je n'aborderai pas dans le cours des cas d'hybridité dans lesquels l'ontologie, que j'appelle naturaliste, intervient. Donc je minimise évidemment l'importance de ces cas. C'est même, à l'heure actuelle, la situation la plus commune dans le monde.
le phénomène historique de la projection continue de la puissance des nations qui ont développé une ontologie naturaliste, cette projection sur le reste du monde, on appelle ça le colonialisme habituellement, a eu pour effet qu'il y a peu de lieux où des éléments idéologiques du naturalisme ne soient pas présents. Il s'agit donc de ce mouvement historique, probablement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, que l'on appelle la globalisation, et dans lequel une manière de concevoir et de pratiquer les rapports entre humains comme les rapports entre humains et non humains, en y introduisant la médiation de l'échange marchand, est en passe de devenir hégémonique et donc de transformer tous les types de collectifs plus ou moins autonomes, plus ou moins complexes dans leur articulation, que les ethnologues et les historiens avaient pris pour habitude d'étudier. Donc on n'est plus ici face à un problème de logique interne, de compatibilité et d'incompatibilité entre des ontologies, des cosmologies et des systèmes d'association et de gestion des humains et des non-humains, comme c'est le cas avec les hybridations auxquelles je vais m'intéresser dans le cours. On est face à des phénomènes de destruction ou de recomposition, de reconfiguration brutale d'institutions qui sont devenues inadaptées au développement du capitalisme marchand et des religions monothéistes et prosélytes qui souvent l'accompagnent. Une façon néanmoins de faire droit à ces phénomènes, en contrepoint des analyses menées dans le cours, c'est de les aborder dans le séminaire. Aussi, la plupart des séances du séminaire seront consacrées à des études de cas de ce phénomène de globalisation dans des régions du monde où il s'est produit en quelque sorte sous nos yeux, c'est-à-dire dans un laps de temps si bref que l'on peut mieux en maîtriser les étapes, les mécanismes, que s'il nous apparaissait dilué sur une très longue durée. Et évidemment, pour commencer à parler de ces phénomènes, on ne pouvait pas rêver mieux que Maurice Godelier. Maurice Godelier, vous le savez, on ne présente pas, c'est une figure centrale, majeure de l'anthropologie française depuis une cinquantaine d'années. J'ai eu le grand plaisir d'être initié à l'anthropologie par Maurice il y a bien des années. Ses travaux ont abordé de très nombreux champs de la réflexion dans les sciences sociales, puisqu'on ne peut pas limiter son œuvre à l'anthropologie, en commençant par ce qu'on appelait jadis l'anthropologie économique, c'est-à-dire l'étude des formes précapitalistes de circulation et de production des richesses, mais aussi ses travaux sur la parenté, d'une façon plus générale sur la logique des sociales, au fond, de transformation des formations sociales. Mais Maurice Godelier, c'est aussi, sans doute beaucoup d'entre vous le savent, un grand ethnologue qui, depuis 1967, si mes souvenirs sont bons, a étudié une population des Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée, les Barouyas, sur lequel il a publié plusieurs livres, dont un qui est effectivement le livre sans doute qui a contribué à faire connaître les Barouyas au plus vaste public, qui est la production des grands hommes, sur les formes d'initiation et de fabrication des hommes chez les Barouyas. Et Maurice Godelier a récemment publié un livre qui s'appelle « Suivre Jésus et faire du business », qui est un retour, au fond, sur l'évolution des Barouyas au fil des 40 dernières années et de leur passage, on ne va pas parler de l'âge de pierre parce que ça serait un peu absurde, mais en tout cas d'un système dans lequel il constituait une société parfaitement autonome, indépendante, vivant selon ses propres lois, phénomène que beaucoup d'entre nous avons eu le privilège d'observer, à une société qui maintenant est effectivement enserrée dans la petite production marchande, le travail salarié, et où les églises protestantes sont extrêmement présentes. Donc je suis
particulièrement heureux et touché que Maurice Godelier ait accepté de venir nous parler aujourd'hui de cette grande transformation. Merci Philippe. Alors, je vais expliquer tout de suite le titre « Suivre Jésus et faire du business » parce que en 1988, quand j'ai quitté les Barouillas, un groupe d'hommes et de femmes est venu me trouver avec un jeune homme brillant que je connaissais, en me demandant « Maurice, prends un cahier, écris nos noms là, des noms chrétiens. » Alors je dis « Ok, comment tu veux t'appeler toi? John et toi, Mary et toi, Sarah, dans la Bible. » Je dis « Attention, je vous connais bien, donc si tu fais ça, il y aura des John partout, il y aura des Mary partout, alors que votre nom à chacun, c'est un nom de clan et de lignage que je connais. Et si vous mettez des John partout, bon, ça fait rien, Maurice, ça fait rien. On veut être... J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'on veut être moderne. Ah bon, donc qu'est-ce qu'être moderne? Et la réponse a été magnifique, hein? Suivre Jésus et faire du business. Voilà. 2300 mètres dans la jungle, en Nouvelle-Guinée, et vous voyez la réponse. Ailleurs, on dira suivre Allah et faire du business. Hein? Donc en fait, vous voyez que ces Barouillas, qui est malgré tout, Philippe, ils étaient à l'âge de pierre quand même. Quand je suis arrivé, ils avaient jeté leurs outils de pierre quelques années précédentes dans la forêt. Donc j'ai pu en ramasser quelques-unes, des herminettes de pierre, et je les ai données au musée de l'Homme. Donc c'est une formidable transformation. Nous sommes là en Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée est explorée fin 19e, début 20e, mais l'intérieur de Nouvelle-Guinée n'est pas exploré avant la Deuxième Guerre mondiale, quand les forteresses volantes américaines passent au-dessus des montagnes et voient des grandes vallées avec de la fumée, donc des gens. Donc après la guerre arrive une flopée bien sûr, d'administrateurs, etc. Et les anthropologues américains, australiens et français arrivent pour faire leur travail, n'est-ce pas, puisqu'il y avait des gens non contactés, donc vous voyez, les Barouillas non contactés. En fait, si je suis allé en Nouvelle-Guinée, c'est parce que, en fait, je voulais aller travailler en Bolivie, hein, et qu'au moment de partir, j'avais tout organisé avec Alfred Métro, et l'après-midi, où c'était d'accord que je parte, il s'est suicidé après mon départ, et c'est donc à l'enterrement de Métro au cimetière de Bagneux. J'étais avec Lévi-Strauss derrière le catafalque, comme on dit. Et Lévi-Strauss me dit, peut-être le paradis de l'anthropologie maintenant, c'est plutôt la Nouvelle-Guinée. Parce qu'évidemment, nous avons beaucoup d'anthropologues, aussi bien en Amazonie que dans les Hautes-Terres. Et toi, tu es parti plus tard dans l'Amazonie. Bon, donc, alors donc, je vous explique. Une petite tribu, hein, de 1500 personnes en 1966, quand j'arrive. Donc, pourquoi le livre? Maintenant, pourquoi le livre? Parce que un ami à moi, Thierry Marchès, un éditeur, me dit, j'ai lu un article de toi fantastique, la trahison chez les Barouillas, et je voudrais le republier. Je dis, attends, je vais le relire. Je le relis, et je lui dis, non, ne publie pas, parce que quand je suis retourné en Nouvelle-Guinée, j'ai appris la dernière fois des choses qui me font réviser la présentation de la domination masculine, sur laquelle j'avais publié la production des grands hommes. Bon, alors, je vous explique pourquoi. Petite société, des chasseurs et des agriculteurs, des horticulteurs, il faut dire, n'est-ce pas? Taro, patates douces, etc. Des guerriers, hein, et une hiérarchie entre les sexes et une hiérarchie parmi les hommes.
parmi les hommes, la hiérarchie met en tête, si on peut dire, au-dessus les possesseurs des formules rituelles pour les rites des grandes initiations masculines. Donc ceux qui possèdent le Kwaimatnie, c'est-à-dire ce qui fait grandir les hommes, Kwala Nimatnie, ce qui donne la force aux guerriers et aux hommes. On peut dire en dessous d'eux, vous aviez non seulement, donc au début, ce sont les possesseurs des objets sacrés et des formules rituelles. En dessous, ce sont les grands guerriers, ceux qui tuent en corps à corps, pas en lançant des flèches de très loin et en courant, mais ceux qui affrontent l'ennemi et le tuent avec un casse-tête, donc, etc. Le troisième sorte de grand homme, si on peut dire, ce sont les chasseurs de casoars, parce que le casoar est la femme sauvage de la jungle, et donc on ne peut pas la tuer avec des flèches, il faut l'étrangler. Et seulement les hommes peuvent manger la chair de casoar parce que c'est la femme sauvage qui vivait dans la brousse. Passons là-dessus. Et ensuite, on peut dire qu'un homme important, mais beaucoup moins important, c'est le fabricant de barres de sel, c'est-à-dire on extrait des cendres d'un Coix giganteum König extrum, on extrait de cela une eau salée que l'on cristallise et on a des barres de sel qui servent de monnaie, si on peut dire, d'échange avec les autres tribus pour avoir des capes d'écorce, des flèches barbées, enfin toutes sortes de choses. Donc voilà, c'est le tableau que vous avez. Alors pourquoi la trahison? Pourquoi le thème de la trahison est tellement important chez les Barouillas? Parce que d'abord, les Barouillas, c'était des gens qui n'étaient pas là au départ. C'était des gens qui vivaient à Bravegarbarabanduk, très loin, enfin disons 3-4 jours de marche dans les montagnes. Et un jour, une partie de la tribu était partie, femmes et enfants, pour chasser, pour prendre les gibiers des rituels. Et il y a eu le massacre d'une partie de la tribu, on peut dire, par des ennemis, mais des ennemis qui avaient été convoqués par des amis. Vous savez, la trahison. Donc les Barouillas, ceux qui étaient là ne s'appelaient pas Barouillas à l'époque, ceux qui étaient là sont partis se réfugier dans diverses tribus. Ils sont arrivés dans une vallée, la vallée de Marawaka. Ils ont été accueillis par un clan qui leur a donné de la terre, etc. Et la première grande, ça c'était la deuxième trahison, les Barouillas en s'organisant, en ayant leurs enfants initiés avec les locaux, ont organisé avec le clan qui les avait accueillis un massacre du reste de la tribu qui les avait accueillis. Donc vous voyez, être trahi, trahir à son tour, ça fait partie de la politique. Hein, c'est-à-dire, ils ont organisé un festin. Ce festin, c'était un piège, et ils ont tué une partie des gens qui étaient là. Et donc, les gens sont partis. La tribu s'est mise derrière une grande montagne volcanique, le mont Yelia. Et donc, les Barouillas sont restés avec le clan qui les avait aidés à s'installer et qui avait trahi, quoi. Bon. Donc, vous voyez, des trahisons qui sont de la politique, là. De la politique et des rapports de force guerriers, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, la trahison que les Barouillas redoutent le plus, ce n'est pas une trahison politique, ce n'est pas une fission dans un clan. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est que des gamins qui ont été initiés révèlent aux femmes le contenu des initiations. Ça, pour eux, c'est la destruction de l'ordre, fondamentalement. Alors, si un garçon fait ça, on le tue et on tue la femme. S'il s'enfuit chez les ennemis rapportent l'enfant pour qu'il soit tué. Donc vous voyez qu'on touche là au problème de la domination masculine, c'est-à-dire le fait que c'est les hommes qui gouvernent la société et qui en même temps la représentent vis-à-vis des autres tribus. Bon, ça c'est clair. Bon. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. C'est un peu plus compliqué. Et pourquoi alors je vais dire tout de suite.
Pourquoi j'ai dit à Thierry Marchès, écoute, il faut que je réécrive quelque chose. Je ne peux pas te laisser publier ça. Il faut que je complète. Parce que quand je suis retourné en 1988, par exemple, j'ai discuté avec le grand maître des initiations, c'était un chaman, etc. Et alors il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, si vous prenez le mythe qui est dans les rites, donc je le connaissais, j'avais été déjà initié, tout ça. Donc le mythe, c'était qu'au départ, les hommes n'existaient pas. Sur la terre existaient les femmes. Les femmes ont découvert les hommes sous la forme de têtards. Et ils ont construit auprès de l'eau, ils ont fabriqué, vous voyez, la nature-culture, c'est pas du tout comme chez les Lévi-Strauss, c'est les femmes qui inventent la culture, ils font des mini-arcs, des mini-pagnes, ils les laissent au bord de l'eau, le lendemain, des hommes apparaissent, avec les arcs et les flèches. Bon, très bien, mais c'est plus compliqué que ça. C'est qu'au départ, les femmes possèdent les arcs et les flèches, écoutez bien, et possèdent aussi les flûtes sacrées. Et le terme, si vous voulez, secret de ces flûtes, c'est le vagin. Les femmes possèdent des flûtes qui sont en même temps la reproduction de la vie, n'est-ce pas? Ok. Alors le mythe raconte que un jour, un homme a écouté une femme qui jouait de cette flûte, c'était magnifique. Alors il l'épie, il la regarde, il se cache. Elle part. Avant de partir, elle met la flûte elle rentre dans une hutte menstruelle et elle met la flûte sous les pagnes menstruelles, ce qui est impensable pour un barouillard homme d'entrer dans une hutte menstruelle et de toucher des jupes de pagnes qui sont pleines de sang. Passons là-dessus. Donc le monsieur prend la flûte, il en joue, il la replace. Quand la femme revient, elle prend la flûte, elle en joue, rien ne sort de la flûte. Alors il y a deux versions, là j'ai jamais expliqué, j'ai jamais eu l'explication de la différence. Une version dit qu'elle donne la flûte qui ne marche plus à l'homme, et l'autre dit qu'elle jette la flûte par terre et l'homme la ramasse, et maintenant c'est les hommes qui jouent de la flûte. Ok? Bon. Pensez bien que ça veut dire quelque chose à travers ce récit symbolique. Les hommes, qu'est-ce que c'est que les flûtes? C'est le pouvoir de faire la vie. Et donc, vous allez comprendre ensuite que dans les initiations, les hommes vont jouer de la flûte et aussi jouer les rhombes, ça je vous en parlerai après, c'est très important. Il y a les rhombes chez toi aussi en Amazonie, n'est-ce pas? Et donc, en fait, le problème, c'est que les hommes se trouvent, d'un certain point de vue, en infériorité par rapport aux femmes, parce que les femmes reproduisent la vie. Et donc, le secret des initiations, lorsque on prend les garçons à l'âge de 9 ans, tous ensemble, à leur mère et au monde féminin, on les fait entrer dans la maison des hommes, et de 9-10 ans jusqu'à 20 ans, les hommes vont parcourir 4 degrés d'initiation. Alors, qu'est-ce qui se passe? 9, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 20, 21. Bon. Alors, lorsque les petits entrent dans la maison des hommes, c'est d'une très grande violence. On les arrache au monde féminin, et après, les aînés de 15 à 20 ans, ceux qui sont pubères et qui ont du sperme, et ceux qui n'ont jamais fait l'amour, parce que c'est interdit de faire l'amour avant le mariage, les hommes, donc plus âgés, de 15 à 20 ans, inséminent, c'est-à-dire donnent le sperme à boire aux petits pour refaire les hommes sans le ventre des femmes, hors du ventre des femmes. Donc les hommes reproduisent, si vous voulez, par des gens qui sont vierges de tout rapport avec les femmes, et reproduisent à nouveau les enfants, mais sans les femmes. Vous avez compris? Bon. Donc, en fait, ce n'est pas la Gay Pride, hein. C'est une reconstitution c'est l'élévation des hommes au-dessus des femmes
aptes à gouverner, aptes à devenir des guerriers, des chamans, etc. Et ceci sans les femmes. Bon. Donc vous avez compris le principe. Alors les Barouillas, j'ajoute, avant mon arrivée, bien sûr, 10 ans avant, vous n'avez pas vu beaucoup de blancs. Hein, et bon, le premier contact, c'est 1950, et moi j'arrive fin 1964, 1965. Déjà étaient arrivés les militaires, bien sûr, mais des missionnaires allemands et missionnaires australiens. Au début, Lutheran Mission, c'est-à-dire des grandes dénominations, comme on dit, mais ensuite elles sont arrivées New Tribe Missionaries, les petites sectes américaines. Et ils n'étaient pas du tout convertis, et c'est seulement en 88, comme je vous l'ai dit, qu'ils m'ont demandé d'écrire leur nom. Vous voyez, entre 65 et 88, beaucoup d'années se passent. Et je fais plusieurs missions, beaucoup de missions. Des étudiants à moi viennent sur le terrain, n'est-ce pas? Pierre Lemonnier, Jean-Luc Laurie, et ensuite Anne-Sylvie Malbranc, à la fin, part avec toutes mes notes en 2014 et fait sa thèse sur les Barouillades. Donc nous avons 40 à 50 ans pratiquement de transformation de la société. C'est assez unique, vous comprenez, 30, 50 ans de transformation. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe pour l'une des dernières sociétés qui a été colonisée par les Blancs, hein, c'est-à-dire en fait des Européens ou des Américains. Bon, c'est donc un laboratoire très intéressant. Donc vous voyez, qu'est-ce que je découvre en 88? Quelque chose qui me fait ensuite réécrire en partie l'article. Discutant avec le maître d'initiation et avec un autre, j'explique comment je comprends les Barouillas et tout ça, mais ils me disent, écoute bien, écoute Maurice, les pouvoirs des femmes, on s'en est emparé, mais ces pouvoirs leur appartiennent toujours. Si on cessait de séparer les femmes de leur pouvoir par les initiations, ça repartirait dans le corps des femmes et ce seraient les femmes qui nous gouverneraient. Est-ce que vous avez compris? C'est comme si vous aviez la propriété leur appartient, l'usage, on s'en est emparé. Mais éternellement, ces pouvoirs des femmes, ça leur appartient. Et il faut leur faire violence en permanence et initier les garçons pour qu'ils gouvernent, pour que ça marche, la société. Bon. Et vous voyez, vous entendez le message? Ce n'est pas tellement différent d'autres sociétés plus modernes. Ce n'est pas tellement différent, n'est-ce pas? Comme le sont à travers le mythe et les rites. Et donc, en fait, si vous voulez, la justification, c'est très intéressant. La justification, c'est que les femmes, bien sûr, elles avaient les arcs et les flèches. Bien sûr, elles avaient aussi les flûtes. Mais elles tuaient trop de gibier. Elles ne faisaient avec leur capacité que de créer du désordre. Tandis que les hommes mettent de l'ordre. Ça ne vous plaît pas, ça, non? Donc, les Barouillas sont des gens très philosophes. Ils avaient compris des choses qui sont presque des invariants transculturels, n'est-ce pas? Bon. Donc, en fait, la dernière discussion avec Inamou et d'autres nous montrait que les hommes, ce dont ils avaient peur, fondamentalement, ce n'est pas du vagin, c'est de la puissance créatrice des femmes, et pas seulement du vagin, bien sûr, comme force de reproduction. C'est la puissance créatrice des femmes qu'ils reconnaissaient, mais qu'ils voulaient nier et abolir, sachant qu'on ne pourrait jamais l'abolir. Est-ce que vous avez compris? Ce que j'ai compris, moi. Voilà. Alors, maintenant, je vous remets un peu d'anthropologie, d'ethnographie.
Les Barouillas, au départ, parce que, si vous voulez, quand j'ai fait ce bouquin, grâce aux notes, les 604 pages de Anne-Sylvie et toutes les notes de Laurie, on avait donc 45 ans d'ethnologie. C'est fabuleux sur la même société. Avec toutes les généalogies. J'avais fait la généalogie de tous les Barouillas. Donc c'était des milliers de trucs comme ça. Donc, si vous voulez, au départ, cette société donc, est une société à domination masculine avec un fait très important, c'est que, un peu comme en Amazonie et ailleurs, même les grands hommes ne commandent pas. C'est-à-dire, un grand homme, qu'il soit un chaman ou un guerrier, il officie, il tue, etc., ou il fait les rites, mais hors de ses fonctions, il ne peut pas commander à autrui. C'est un peu comme Clastre, tu vois, qu'il avait montré. Donc il n'y a pas de commandement possible. C'est l'égalité entre les guerriers. Attention, les Barouillas sont des gens très, très ironiques aussi. Et, comme je discutais avec des tas de guerriers, ils me disaient, tu sais, la plupart des guerriers, ce n'est que des patates douces. Parce qu'ils courent beaucoup, ils font beaucoup de bruit à la guerre, mais ils ne font pas beaucoup de boulot, quoi. Seulement les grands hommes font du boulot, ils tuent encore à corps. Les autres, ils font du bruit, ils se courent, etc. Donc, ils disaient wapai, c'est-à-dire patate douce. Donc, vous voyez, tout en glorifiant les hommes au-dessus des femmes, ils avaient un peu d'ironie sur la capacité guerrière de tous les hommes. Hein. Mais tout le monde doit être guerrier, tout le monde doit porter les armes, tout le monde a des arcs, des flèches. Tous les jours, les gens s'entraînaient pendant 1 heure, 2 heures à tirer les flèches, etc. Passons. Bon. Donc, des gens qui étaient cannibales également. Donc, cannibales, c'est-à-dire, en fait, ils tuaient les ennemis, ils coupaient les bras et les jambes parce que c'est facile à transporter, et ils mangeaient leurs ennemis, etc. Alors, quand j'étais sur le terrain, j'avais des idées, j'avais lu des bouquins, vous savez, comme les étudiants, tout ça. Alors donc, on prend la force des autres quand on mange autrui. C'est pour prendre la force des grands hommes. Enfin, vous lisez ça dans tous les manuels. Donc, je suis parti avec cette idée dans la tête. Un jour arrive un vieux Etcheangué qui était aveugle. Et un aveugle qui voulait voir un blanc. Passons. Alors, donc, il arrive un matin, 7 heures. On m'avait prévenu, Etcheangué va venir, le vieux du clan des Etche. Bon, moi, je l'attends, 7h30 du matin. Il arrive avec 2 guerriers qui étaient bien, avec tous les décors qu'il faut. J'ouvre ma porte. Je retire mes lunettes. Je ne voulais pas que l'aveugle, il allait me toucher. Je ne voulais pas qu'il découvre que tous les blancs ont des lunettes ou des choses bizarres. Et donc, il me tâte un peu partout. On s'assied pour boire un café, si on peut dire. Et on commence à discuter sur... Évidemment, un anthropologue doit profiter de l'occasion. Et de l'occasion, à un moment, je lui dis, Etche, tu as déjà mangé de l'homme? Ah, bien sûr, souvent, oui, ça va. Oui. Aussitôt, les 2 jeunes guerriers, chut, faut pas dire ça, quoi. Comme ils voient que je suis complètement indifférent au fait qu'on mange de l'homme et que j'ai tout intérêt à savoir, donc on commence à discuter tranquillement. Et donc, je lui pose des questions en fonction de mon présupposé intellectuel. Est-ce que tu mangeais les guerriers? Ah oui, on mangeait les grands guerriers. Tu mangeais les femmes? Oh, bien sûr. Est-ce que vous mangez les enfants? Ah ben bien sûr. Et Maurice, une fois j'ai mangé un bébé, c'était magnifique, on était là. Donc j'ai compris qu'ils avaient mangé ce qui était bon à manger. Vous comprenez ce que je dis? Et pas seulement métaphysiquement s'emparer de la force des autres. Or, si vous voulez, en Amazonie, il y a dans beaucoup de sociétés un nom particulier pour la viande humaine, qui est meilleure que toute autre viande de gibier, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Chez les Barouillas, c'est un peu comme ça. Donc, en plus, alors, système de parenté, système de type iroquois,
Donc, j'ai créé à Lévi-Strauss le système de type iroquois, mais il est patrilinéaire, alors que etc., etc. Et fonctionnant sur l'échange direct des femmes entre les clans. OK? Donc, Guinamaret, c'est-à-dire, les jeunes gens ne se choisissent pas. Hein. Jusqu'à la Révolution française, le mariage, ce n'est pas une question d'amant hein, ou d'amour. C'est les gens qui choisissent le mariage pour leurs enfants. Là, c'est pareil. Donc, c'est les aînés se réunissent et ils font un échange de femmes entre deux clans. Et le jeune homme se trouve marié avec quelqu'un qu'il n'a pas choisi. Et la jeune femme avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Est-ce que vous avez compris? C'était ça l'échange des femmes. Ça crée des liens très importants. Hein, car si vous avez donné votre sœur, entre guillemets, ce n'est pas forcément la sœur de votre père et mère, mais de tous les classificateurs, père et mère, c'est pas pareil, un système iroquois. Donc si vous avez donné votre sœur et reçu la sœur d'un autre, les liens sont indissolubles. Tandis que comme maintenant, Sylvie l'a montré, les barouillards ont commencé maintenant à donner du pognon, c'est-à-dire de payer une dot en argent, parce qu'ils gagnent de l'argent, ils font de l'argent, pour une femme, ce n'est pas du tout le même don, bien qu'ils pensent, eux, ou ils veulent, eux, croire que c'est la même chose. Donner une femme pour une femme, un être vivant pour un être vivant, ce n'est pas pareil que de donner de la richesse. Vous comprenez? Bon. Donc c'était ça la structure. Des guerriers, avec une hiérarchie entre les hommes. Il y avait une hiérarchie entre les femmes. Alors la hiérarchie entre les femmes, c'est qu'il y avait des grandes chamanes. Donc, dans un seul domaine, hommes et femmes pouvaient se rencontrer et même être légèrement en rivalité. Une grande chamane, un grand chaman. Mais le maître des chamans, celui qui initiait les autres chamans, était toujours un homme. Toujours du même clan, le clan des hommes d'Abaker. Donc, là encore, le point final, en haut, c'était un homme. OK? Bon. Donc, et de l'autre côté des femmes, les femmes qui avaient eu 7, 8 enfants, qui avaient survécu, étaient devenues des hommes et des femmes, elles étaient considérées comme des grandes femmes. Et dans les réunions, si vous voulez, sociales de la tribu ou du clan ou du village, une femme avec 7, 8 enfants qui avaient survécu pouvait dire des choses qu'aucune autre femme ne pouvait dire aux hommes. Donc, c'est un peu comme dans l'Antiquité, l'accouchement, comme chez Nicole Leroux, la femme est considérée, si elle réussit à faire beaucoup d'enfants qui survivent, comme un guerrier valeureux, quoi. Oui, est-ce que vous voyez? Donc, vous aviez des femmes chamanes et les femmes qui ont eu des enfants qui ont survécu ont un poids social réel. Elles peuvent dire des choses incroyables en pleine réunion publique, quoi. Bon, j'ai entendu des choses que je ne pouvais pas imaginer qu'une femme dirait à des guerriers. Oui, je ne vais pas vous les dire. Donc, vous voyez le tableau que je vous dessine. Hein, je vous dessine. Alors, il y avait aussi la pratique de l'infanticide. Les femmes, c'était un pouvoir des femmes réel qui est assez peu exploré par les anthropologues. Comme moi, je connaissais tout le monde et que j'osais poser des problèmes sur qu'est-ce que c'est que le sperme et tout, ce que les missionnaires ne font pas habituellement. Donc, je discutais avec les femmes, elles me disaient « Ah, tu sais, celui-là, j'ai accouché 7 fois, mais j'ai tué 2 fois le bébé. » Je dis « Pourquoi tu as tué le bébé ?» Parce que je peux pas, mon type, il me bat tout le temps, je ne peux pas lui faire des enfants à répétition, je ne peux pas lui faire des enfants. Ou bien il disait, tu sais, l'enfant est né trop près de l'autre. Et nous, on n'est pas comme les femmes blanches qui foutent rien, quoi. Elles vont dans les magasins acheter de la nourriture. Nous, si j'ai 2 enfants au sein, puisque c'est la nourriture au sein, hein, si j'ai 2 enfants au sein, il y en a un qui ne va pas, quoi. Donc je suis obligé d'en tuer un. Alors évidemment, ça peut vous frapper, mais c'est une. Alors les hommes sont très très attentifs.
quand la femme descend pour aller accoucher, elle reste à peu près 3 semaines là, ils attendent qu'elle revienne. Et si elle revient sans enfant, ils disent « elle m'a tué mon fils ». C'est-à-dire ils soupçonnent la femme d'avoir eu un enfant qui était un garçon, et comme c'est patrilinéaire, les garçons sont plus valorisés que les filles. Est-ce que vous avez vu? Donc, mais il y avait donc un infanticide qui a bien sûr disparu maintenant. Le cannibalisme a disparu. C'est pour ça que, comme Philippe il veut savoir les transformations de ces sociétés sur 40 ans, donc je vais vous les présenter en vous montrant ce qui a disparu, ce qui est resté en étant transformé et ce qui est nouveau et ajouté. OK? Et là, vous avez 40 ans de la transformation d'une société tribale non colonisée au départ, indépendante. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est très simple. Hein? La colonisation, c'est à partir du premier jour où vous êtes colonisé, vous n'avez plus de souveraineté sur vous-même. Votre avenir va dépendre des autres, des Blancs, l'État, la police ou n'importe quoi. C'est immédiat. Et donc, le premier jour où est arrivé Jim Sinclair, que je connaissais, celui qui a découvert les Barouillas, c'était un jeune officier qui avait entendu parler des Bhatia, les fabricants de sel. Il avait fait une expédition pour les découvrir. Et là, il a su faire ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, il a fait dresser un poteau avec le drapeau australien. Et présentation au drapeau, si vous avez fait votre service militaire. Donc, baïonnette. Au moment des baïonnettes, un éclat des baïonnettes, l'acier. Un barouillat tombe par terre, possédant en transe l'esprit des baïonnettes, l'esprit des Blancs. Ça n'a pas tellement réussi, mais... Et ensuite, il a fait tirer sur des boucliers avec des fusils américains, des Garand, des gros trous comme ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Tirez avec vos flèches. Maintenant, pouf, baf. Donc, les barouillards ont dit, je sais tout là-dessus, parce qu'ils ont décidé, qu'est-ce qu'on fait? On le tue cette nuit ou quoi? Et puis, donc je connais les histoires, ils ont essayé ils lui ont demandé le lendemain, tu ne peux pas venir avec nous pour aller terminer nos ennemis là, avec tes fusils là? Il a dit non, je ne vais pas. Donc ils l'ont laissé partir et ils ont été colonisés. Vous avez compris? Bon. Alors, fabricant de sel, alors comment maintenant je vous explique la représentation d'un enfant autrefois? C'est très important. Ce qui manquait, si vous voulez, dans les théories de la parenté, par exemple de Lévi-Strauss, c'est qu'il ne donnait jamais de statut ethnographique à l'enfant. Il parlait de la descendance, l'alliance, mais la descendance, il appelait ça un principe secondaire de la parenté. Non, c'est aussi fondamental que l'autre. Et c'est sur la descendance, c'est-à-dire que se fait la transmission. Alors, c'est très important de demander aux gens, s'ils veulent bien en parler, comment ils se représentent un bébé, un enfant, comment on le conçoit. Donc, réponse, le missionnaire, qui était un type très sympa et très brillant, n'avait jamais osé poser cette question. Hein. Pudeur chrétienne. Bah. Alors, un enfant, c'est quoi? C'est le sperme de l'homme. Attendez. Et alors, qu'est-ce que fait la femme? Patrilinéaire. Hein? L'utérus, on l'appelle Géléa, c'est-à-dire le sac. La femme est un sac. Elle ne fait pas l'enfant. Seul l'homme et le soleil vont faire l'enfant. Alors, qu'est-ce que fait l'homme? Le sperme fait un fœtus. Le fœtus n'a ni doigts, des mains, de pieds, ni le nez qu'on perce pour les initiations. C'est le soleil, Dieu, divinité, qui finit le fœtus à l'intérieur du corps de la femme. Okay? Il lui donne forme humaine complète. L'enfant sort, mais il n'est pas encore un être humain complet parce qu'il n'a pas de nom. Et il n'aura pas de nom avant 1 an. La nomination, c'est fondamental.
S'il meurt avant 1 an sans nom, la mère va l'enterrer quelque part. Mais pas dans le sol patrilinéaire, pas dans le sol du clan. Maintenant, s'il a un nom et qu'il meurt, il sera enterré dans la terre du clan du père. OK? OK. Bon. Alors ça, c'est la représentation, si vous voulez. Vous voyez qu'il y a donc... alors, le nom, qu'est-ce que c'est? Le nom, c'est un ancêtre qui peut-être se réincarne, parce que je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout sur le terrain, mais vous héritez du nom en génération alterne, c'est-à-dire Maurice Godelier, c'est mon grand-père. C'est 2 générations tout le temps. Ça passe dans le clan patrilinéaire. Donc, vous voyez la question du nom tout à l'heure, John, Mary. La question, c'est Maurice Godelier, c'est un nom de clan des Godeliers. Et Maurice, c'est fondamentalement attaché aux Godeliers, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, c'est la structure. Bon. Donc, il y a un personnage que j'ai oublié, qui était un grand personnage, qui était très dissimulé et qui est très important dans l'anthropologie, c'était le Tanaka. C'est-à-dire, comme les guerriers partaient à la guerre pour 3 mois et tout, il y avait toujours un homme qui restait avec une ou plusieurs épouses pour faire d'immenses jardins, parce que les autres faisaient la guerre et pas le jardin. Et donc le Tanaka était le pilier qui supportait la guerre par une base économique, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc le Tanaka, bon, ça a disparu avec la guerre qui a été interdite par les Blancs. Okay. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste? Alors, l'infanticide, semble-t-il, a disparu, n'est-ce pas, Anne? Ouais. Le cannibalisme a disparu. L'homosexualité rituelle, très tardivement, a continué à exister. Et vous allez voir, pendant quelques années, à peu près 11 à 15 ans, les Barouyas ont cessé de faire les initiations, puis ils les ont recommencées. Et quand j'ai discuté avec eux, pourquoi vous avez recommencé, je vous donne, en gros, je télescope des faits. Un des types les plus... qui parlait pidgin, qui était... Et qui avait harangué devant moi un jeune homme qui arrive de la ville, qui revient au milieu des initiations, qui se place devant les grands maîtres d'initiation pour parler, c'est interdit. Et lui, il est habillé en européen, et il dit aux jeunes, c'est bien que vous soyez initiés. Nous, dans les villes, on n'a pas de boulot, on n'a pas de femmes. C'est très difficile la vie. Alors, faites ce que font les Blancs. Soyez initiés, c'est ce qu'ils appellent kalcha, culture. Donc, vous voyez, il ne faut pas être professeur à la Sorbonne pour inventer que s'appuyer sur sa culture, c'est bien. Que s'appuyer sur les racines de sa culture, c'est une force. C'est ça qu'il est dit devant les gens. Donc ça veut dire que les Barouyas, quand ils ont cessé et recommencé les initiations, en les transformant, je vais vous expliquer ce qui était transformé, ils savent ce qu'ils font. Et quand ils mettent leurs enfants à l'école, ils savent aussi ce qu'ils font. C'est que l'école, dans le monde des Blancs, ça permet de faire des choses. Okay, bon, ils ont compris, quoi. Après, business, le café, ils ne boivent pas de café. Ils ne boivent pas de café, ils produisent du café. Mais comment acheter des machettes? Comment acheter maintenant des portables? Il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut vendre. Pour acheter, il faut vendre. Donc, ils sont rentrés dans la mondialisation, c'est la troisième question. Complètement le marché du café sur le marché mondial. Bon. Donc, qu'est-ce qui a été gardé? L'échange des femmes continue, mais il est transformé maintenant en partie, puisque une partie des gens préfèrent donner de l'argent pour une femme, une dot, si on peut dire, plutôt que d'échanger les sœurs. Mais les deux systèmes coexistent. Donc, n'a pas été aboli l'échange des femmes, mais l'échange d'argent, si on peut dire, pour une femme, donne une liberté de choix que ne permet pas
le fait que c'est deux clans qui choisissent pour les jeunes. Donc c'est quelqu'un qui va bosser en plantation ou autre, il revient avec de l'argent, il peut faire des choix. Tandis qu'avant, il ne choisissait pas. Il y avait une possibilité très importante en ethnographie, c'est que la femme barouya, la jeune femme barouya, avait le droit, une fois dans sa vie, écoutez bien, de refuser l'homme qu'on avait choisi pour elle. C'est-à-dire, au moment où elle a ses premières règles, elle est descendue dans les huttes menstruelles, elle refuse, c'est un acte très grave, elle refuse le gibier que ses frères et son futur époux ont chassé pour elle et lui donnent pour refaire son sang. Si elle refuse ce gibier et les cadeaux qui vont, les colliers, elle rompt le mariage de son frère, puisqu'elle était échangée pour que son frère se marie. Donc c'est un double truc, affront par rapport aux alliés, et elle bloque le mariage de son frère. Vous voyez? Mais donc elle peut une fois, il y a des sociétés qui interdisent totalement, ou au contraire qui laissent la femme choisir. Non, là, elle a le droit une fois à refuser le choix de ses aînés. Il faut avoir beaucoup de courage dans cette société. Et vous voyez, c'est très intéressant aussi de voir les ouvertures que possibles pour la force des femmes, enfin, etc. Aujourd'hui, bien sûr, elles ont beaucoup plus d'autonomie, etc. Les initiations masculines, donc, sont gardées. Déjà, quand j'étais là, plusieurs fois, j'ai vu des morceaux de l'initiation que je connaissais qui s'effondraient. Non pas qui s'effondraient, mais qu'on ne faisait plus. Donc c'est une décision volontaire des gens d'arrêter un rapport social. Ils l'éteignent. Alors, quelque chose que tu sais peut-être pas, c'est qu'autrefois, quand on tuait un ennemi, il y avait des rites très importants pour se purifier du sang sur le corps et tout ça, puisqu'ils cassent la tête avec des... Passons là-dessus. Et donc, déjà, quand j'étais là, j'ai vu toute cette partie s'effacer, puisque la guerre était interdite et tout ça. Bon. Donc, cette partie, les rituels pour se purifier d'avance, on apprenait aux jeunes guerriers qu'est-ce qu'il faudra faire quand vous aurez tué en corps à corps quelqu'un et que le sang va couler sur vous. OK? Bon. Autre chose très importante, à chaque initiation, on devait refaire les feux, c'est-à-dire éteindre les feux et recommencer le feu. Et il y avait des silex, donc on fait du feu par frottement, alors que dans la brousse, il faisait, enfin par percussion, je veux dire, n'est-ce pas, sur les silex, tandis qu'autrefois, quand ils chassaient, ils faisaient du feu par frottement avec du bois. Alors, il y avait des silex sacrés que le soleil, Dieu Soleil, avait donné à l'ancêtre du clan des Barouya, puisque le clan des Barouya a donné son nom à la tribu. Et ces silex ont disparu dans un incendie qu'un jeune officier australien a provoqué. Il a brûlé un village, et en brûlant le village, il a brûlé les silex qui ont disparu. Et donc, cette partie-là a disparu par violence, là. Vous comprenez? Donc j'ai vu toutes sortes de transformations, mais ils avaient gardé le cœur. Le cœur des initiations, c'est l'histoire des Barouya qu'on vous raconte, n'est-ce pas? C'est toutes les victoires sur les ennemis, et c'est bien sûr l'homosexualité rituelle. C'est le secret qu'il ne faut jamais révéler aux femmes, qu'il y a fellation des petits par rapport aux grands, etc., etc. Si vous racontez ça, c'est ça la peur, si vous racontez. Bon, est-ce que les femmes ne le savent pas? Voilà. Écoutez, j'ai discuté avec des vieux. Vous savez, les anthropologues vont toujours voir les vieux, parce que les vieux, c'est le passé c'est la mémoire. Et vous pensez que les vieux vont vous raconter des histoires magnifiques. Alors, je me souviens d'une fois, avec un vieux, je discute, mais le mythe, il commence le mythe, je crois que je connaissais autant que lui, et à un moment, il s'arrête.
Alors, qu'est-ce qui a fini le mythe de me raconter le mythe? C'est sa femme. Elle n'aurait pas dû connaître le mythe, mais elle me l'a raconté parfaitement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose que vous connaissez très bien, mesdames. C'est que les femmes, même si elles le savent, elles ne doivent pas le montrer. Vous comprenez? Vous pouvez savoir, mais pas me le montrer. Alors, en fait, beaucoup de femmes savent beaucoup de choses sur ce qui se passe, hein. Mais il ne faut pas le montrer. Il ne faut jamais le montrer. Il faut garder sa position. Alors donc, ensuite, qu'est-ce qui reste dans les mains des hommes? Le monopole des armes, bien sûr, et la propriété du sol, puisque c'est patrilinéaire, seulement les hommes transmettent la terre. Et la terre a pris une double valeur. C'est la terre de chasse, ok? La terre d'horticulture, oui, mais maintenant ils font du café. Si vous faites du café, vous plantez des arbres qui vont pousser très vite. Et à ce moment-là, qui va récolter les cerises de café? Et alors là, on a vu qu'avec l'économie dite moderne, c'est les femmes qui font le boulot, et même les enfants qui vont jouer partout, ils bougent les cerises de café pour que ça sèche. C'est un travail. Bon, donc il y a des entrées dans le travail qui n'existaient pas avant. Pour les enfants, c'était du jeu. Vous comprenez? Et pour les femmes, c'était... Alors, donc les femmes doivent à la fois produire des patates douces pour bouffer et élever les cochons, très important. Les cochons très, très sauvages. C'est des animaux qui sont castrés, donc les truies sont couvertes par des sangliers. Donc c'est des bêtes très dangereuses. Et seulement les femmes peuvent, en quelque sorte, les domestiquer. C'est-à-dire les petits cochons sont élevés presque, les femmes mâchent des patates et nourrissent leurs petits cochons qui les suivent comme des chiens et qui sentent leur odeur. Donc les cochons à demi sauvages reviennent toujours vers leur maman, si on peut dire. C'est très intéressant. Donc ça continue. Et le système de parenté, jusque maintenant, est toujours là. Donc, qu'est-ce qui maintenant, si vous voulez, a disparu complètement, c'est la souveraineté des Barouillas sur eux-mêmes. Ils sont maintenant un groupe local dans un État postcolonial qui est dirigé par des Néo-Guinéens. La moitié du budget, c'est l'assistance du gouvernement australien. Corruption profonde. Il y a 715 langues, donc il y a 2 langues pour parler, c'est le pidgin mélanésien et l'anglais pour les gens qui ont été à l'école haut niveau, les ministres, l'anglais. Vous parlez, moi je parle pidgin, bien sûr. Et puis, dans le sud, il y a ce qu'on appelle Police Motus. Le Motus, c'était une des tribus du sud qui avait accueilli les Blancs. Enfin, bon, passons là-dessus. Alors, vous avez une pacification. Ils ne peuvent plus faire la guerre. Bon, quand je dis, attendez, mais plus faire la guerre, c'est des blagues. Hein, parce qu'aussitôt après l'indépendance, 1975, donc j'ai vécu la colonisation finale. Et j'ai vécu l'indépendance octroyée par l'Australie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des mouvements révolutionnaires. C'était le Labour Party, le parti Labour socialiste australien, qui, sous pression de l'ONU, a donné l'indépendance à la Papouasie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc là, vous avez une pacification, mais dès qu'il y a eu l'indépendance, les Barouillas et les voisins ont continué à faire la guerre. Mon informateur a été tué, Guataillé, et les gens l'ont tué. Et celui on lui a écrasé la tête, les ennemis, avec des rochers, en lui disant « Retourne maintenant, que ton esprit retourne maintenant à Brave Garubaramandak, d'où vous êtes venu autrefois pour nous occuper. » Donc vous voyez que cette histoire a toujours continué dans la tête. On a tué mon informateur, et on lui a écrasé la tête. Après, j'ai discuté avec les ennemis en disant « Dites-moi, vous avez tué Guataillé et tout ça. » Bon, passons. Et donc, il savait très bien.
Donc il y a des comptes à régler. Alors maintenant, vous avez un trafic de Kalachnikov qui viennent de Chine. Beaucoup de tribus ont des Kalachnikov. La guerre n'est plus avec des arcs et des flèches. Avec les Kalachnikov, vous tuez 7 personnes à la file. Alors dans les sociétés où on compensait par des richesses, c'est incompensable. Vous tuez 10 personnes, 15 personnes, vous n'allez pas trouver des milliers d'euros pour compenser les morts et tout ça. Donc il y a une situation déplorable dans cette société postcoloniale, déplorable. Allez voir ce que c'est que des démocraties postcoloniales avec 700 groupes différents et avec des luttes tribales qui ne cessent pas. Allez en Afrique centrale, etc., etc. Ce n'est pas propre au Barouya ce que je vous raconte. Hein. Alors, vous avez maintenant une scolarisation. Donc, les enfants, et les Barouya tenaient très vite à scolariser leurs enfants. C'est très intéressant. Et ils ont mis des filles très tôt à l'école avec les garçons, ce qui était très intéressant. Ce n'est pas le cas souvent. Donc, malgré leur domination masculine, ils ont mis des filles. Hein. Et il y a des filles aujourd'hui qui parlent anglais, d'ailleurs. Il y a même une femme que tu avais racontée, hein, qui parle parfaitement anglais, qui travaille comme secrétaire je ne sais où dans une petite ville, etc. Donc, vous voyez le changement. Il y a beaucoup de Barouya maintenant qui ne vivent plus chez les Barouya et qui vivent dans les villes avec des petits métiers, etc. Alors, j'ai connu aussi un des premiers Barouya qui est parti. Quand je l'ai vu, il était brillant, il avait été promu par les luthériens au collège. Et je le revois, il me dit, c'était à l'époque, écoutez bien, il me dit, Maurice, nous, moi, des gens comme moi, on crache sur les vieux, on crache sur leur pagne. Toutes ces coutumes, Donc il avait avalé quelque chose, ok? Le même type après, c'est lui qui dit suivre votre culture. Le même revient plus tard. Et un de ses compagnons est devenu professeur de mathématiques à l'université de Ley. Alors quand il est parti, qu'est-ce que font les Barouya? Ils lui ont donné 2 femmes. Une femme pour la ville et pour les champs. Ras des villes, ras des champs. Pourquoi? La femme pour aller dans la ville, c'est parce qu'elle parlait de pidgin, donc elle pouvait parler dans une société d'intercommunication, mais ils lui ont fait une femme au village, on peut dire, en retrait dans la vie brousse, dans les vies de brousse. Donc vous voyez les stratégies des gens, c'est pas mécanique tout ça. Il faut faire des choix. Et ces choix, c'est de prendre une partie de notre passé pour faire notre avenir. Qu'est-ce que font la plupart de ces peuples que je connais? Ils reprennent dans leurs coutumes, des coutumes qui sont même fabulées en partie, réinventées. Ils prennent dans leur passé les éléments de se faire un avenir en gardant des racines. En gardant des racines, même si ces racines sont réinventées. Donc c'est ça qu'ont fait les Barouya sous mes yeux. Alors ils sont scolarisés, mais ils sont christianisés. Alors c'est là que c'est intéressant, christianisation. Au départ, les luthériens, énorme église, hein. Et les premiers prêtres étaient un couple d'Allemands qui avaient fui l'Allemagne de l'Est, c'était les Turchmann. Alors là, c'était assez intéressant. J'ai enregistré beaucoup des sermons. Je pourrais publier un livre qui serait une explosion, parce que ce brave Turchmann, là, quand il faisait ses sermons, disait aux gens, « Vous êtes noirs, et votre âme était noire, mais moi je vous apporte la lumière du Christ, votre âme sera blanche. » Mais bien sûr, on ne peut pas changer la peau, n'est-ce pas? Enfin, donc des trucs incroyables, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est en 88 qu'il y a cette explosion, les gens qui viennent me voir. Okay? Ils viennent me voir. Il y avait aussi un autre missionnaire, Summer Institute of Linguistics, tout le monde connaît, hein. Vous êtes en Amazonie, tout ça,
Un type très bien, linguiste, très délicat, respectueux des gens, et qui, au bout de 20 ans, n'avait qu'un converti. Un converti. Donc, en 88, une explosion, une décision. Mais aujourd'hui, il y a 5 dénominations, comme on dit en anglais, 5 sectes, qui, tout le monde maintenant est chrétien. Tout le monde est chrétien, revival, pentecôtiste, etc. Le pire des États-Unis, quoi, d'un certain point de vue. Et les gens ont un christianisme sympathique puisqu'ils ne croient pas dans le péché. Donc un christianisme sans péché, c'est plutôt confortable. Et alors, ils ne sont pas théologiens, mais parce qu'ils passent d'une dénomination à l'autre, au bout d'un moment, ils changent, ils vont dans une autre église, si on peut dire. Donc, d'un certain point de vue, leur religion, c'est une religion pragmatique. C'est une religion pour les biens terrestres. Si vous n'avez pas le sens du péché, vous n'avez pas le jugement de Dieu post-mortem. Vous comprenez? Tout est envisagé du point de vue de la vie sur Terre, si on peut dire. Et donc c'est une religion, j'allais dire, presque civique. Ça doit vous servir dans la vie civique, tous les jours. Donc, bon, maintenant, vous avez l'entrée dans l'économie marchande, hein, puisqu'ils produisent tous du café, plus ou moins. Donc la moitié de la vallée, c'est maintenant des caféiers. Ça a changé aussi la structure de végétation, avec le travail des femmes et des enfants qui se changent et s'ajoutent. Et vous avez une monnaie nationale. Autrefois, il y avait les barres de sel. Ensuite, l'administration coloniale impose une monnaie qu'on appelle les kina et le toya. Les kina, ce sont les grandes... C'est le nom donné à des billets. Donc ça, c'est tout à fait européen. Et c'est en fait le nom des grands coquillages qui servaient aussi dans les échanges dans certaines tribus. Donc ils ont choisi ça. C'est un anthropologue, c'est Andrew Strafford, qui a conseillé au gouvernement colonial de donner toya pour les pièces et kina pour les billets à cette nouvelle monnaie. Alors, cette monnaie étant coloniale, était soutenue sur le dollar américain. Vous comprenez? Bon. Au début, c'était en pounds, et ensuite, c'était toya, kina, et c'est soutenu par le dollar américain. Bon. Alors, quelque chose qui est important, Anne-Sylvie nous a montré, c'est l'apparition maintenant du mariage, comme on dit en anglais, j'aime pas du tout le terme, bride price, c'est-à-dire payer pour une femme. Il y a 2 termes en anglais que moi je préfère, c'est le second, bride wealth et bride price. Bride wealth, c'est donner de la richesse. Bride price, c'est plus marchand, comme vous voyez, le mot price, c'est pas pareil que wealth. Il y a toutes sortes de formes de richesse. Price. Donc, actuellement, donc, les gens disent maintenant on utilise le bride price pour se marier. Ça, c'est nouveau. Et alors, quelque chose qui existait et qui continue, c'est les violences conjugales, comme on dit en français, récurrentes quand même. Beaucoup de batailles. Mais attendez, moi j'ai vu beaucoup d'altercations entre un homme et une femme, un monsieur, un mari et une épouse. Quand j'étais dans les premières années, une femme ne pouvait jamais, dans une altercation, frapper, toucher même le visage d'un homme. Jamais. Et un homme ne pouvait jamais arracher la jupe de la femme, le cordon, pour faire tomber son pagne et faire voir son sexe. Il y avait des limites dans la violence physique. Toucher, alors, si une femme touchait le visage d'un homme, elle pouvait tuer, ou il fallait aller, l'homme, à la maison des hommes, et le corpus des hommes le refaisait homme, par un rituel. On le restaurait homme, pour avoir été touché par une femme. Vous comprenez? Bon. Alors, j'ai vu beaucoup de trucs comme ça.
violence conjugale, ça ne cesse pas maintenant avec la christianisation. Hein. Ça ne cesse pas du tout. Donc vous voyez qu'on parle beaucoup dans la presse de... Il y a une Française qui est tuée par son conjoint tous les 3 jours. Hein. Vous avez vu depuis 15 jours, là, à la télévision, 193 femmes par an sont tuées en France par leur conjoint, soit un copain, soit un mari, etc. Là, ça continue. Et comme dit Anne, les femmes disent on est toujours sous les hommes. Alors, qu'est-ce qui a changé aussi, c'est que probablement la fellation... Alors, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est quand un jeune homme et une jeune femme se mariaient, le premier jour, le garçon dormait avec les garçons du village. Le jeune homme couchait sa dernière nuit avec les jeunes. Deuxième nuit, la femme couchait avec les jeunes filles du village, les petites, pour la dernière fois. Ok ? À partir de la troisième nuit, ils couchaient ensemble. Mais ils ne faisaient pas l'amour. Ils faisaient l'amour lorsque le foyer qui avait été construit par les hommes du lignage du mari, le foyer, avait produit suffisamment de suie pour que les parois de la case soient noires. Vous comprenez ? À partir de ce moment-là, ils pouvaient faire l'amour hétérosexuellement. Mais avant, la femme faisait la fellation au monsieur jusqu'au moment où il pouvait faire l'amour sexuellement. Vous avez compris ? Alors, quand j'ai discuté avec les gens, les jeunes, je disais, mais dites-moi les gars, qu'est-ce que vous faites la fellation, c'est pourquoi ? Alors moi, je pensais que c'était pour le plaisir. N'est-ce pas ? La fellation, ça fait plaisir. Alors la réponse était totalement différente. Maurice, non, on fait ça parce que notre sperme va faire le lait qui sera dans les seins de ma femme lorsqu'elle va nourrir mes enfants. Alors là, je leur ai dit, vous êtes forts, les gars, très forts. Chez nous, le lait est toujours maternel. Chez vous, c'est du sperme transformé. Donc, vous voyez l'appropriation quand même du corps de la femme sous des formes symboliques et culturelles, hein, puisque même le lait, c'est de l'homme transformé. Hein. Bon. Alors, tout ça semble avoir disparu. Fellation du mari. Avant, la fellation du mari se répétait à chaque fois qu'elle accouchait. Donc, vous voyez, c'était sperme égale la force. Sperme égale force. Sperme égale vie. Sperme égale l'homme. Vous comprenez ? Ça se voit, c'est très, très clair, quoi. Et donc, avec cette idée que la puissance créatrice la plus forte est celle des femmes. Donc, force, vie, mais la puissance créatrice la plus forte est celle des femmes. Bon. Alors maintenant, est apparu quelque chose qui absolument n'existait pas de mon temps, et qu'a décrite Anne-Sylvie, le viol des femmes. Un barouillat qui violait une femme, la mort. La mort. Maintenant, il y a des viols. J'ai vu la première histoire de viol, c'était... je n'étais pas là, et un autre informateur, il y a un groupe de jeunes gens qui est revenu avec des femmes étrangères qu'ils avaient épousées. Donc, ils avaient épousé par dot des gens qui bossent dans les plantations et ils achètent des femmes de tribus qui sont autour des plantations. Parce qu'il y a beaucoup de tribus qui vendent leurs femmes aux salariés ou ils les prostituent tous les mois pour rafler le salaire des gens qui travaillent. Donc, on envoie les femmes qui prennent le salaire des gars qui travaillent. En passant là-dessus. Et donc, un groupe de barouillas est arrivé avec des femmes, et ils avaient violé ces femmes et des femmes barouillas. Jamais ça existé. Et à ce moment-là, mon autre informateur, Giravenia, qui était un garçon
est venu pour les engueuler, pour dire jamais un barouillat de notre temps et du passé n'aurait violé une femme. Si vous violez des étrangères, c'est normal, mais jamais les femmes de chez nous. À ce moment-là, il y a un jeune qui avait violé, qui s'est levé et qui a tué Giravegna d'un coup de hache dans la tête. Donc on a eu le premier événement de viol. Et maintenant, il y a des viols qui se perpétuent, comme on dit, chez les barouillards, et qui peuvent se compenser par 300 €, quoi. Donc on peut voir même des gens qui poussent leurs filles à se faire violer pour piquer les 300 €. Hein. Vous savez bien qu'il n'y a pas de foi sans mauvaise foi, les enfants. Hein, c'est pas... On peut toujours tout manipuler. Il faut être capable de voir la différence d'attitude des gens face à ce qu'on leur offre. Alors, finalement, vous avez maintenant toute une série de fonctions, et ça je vais terminer pour toi là-dessus, de fonctions. Être juge, on est nommé par l'État. On a créé des courts, c'est-à-dire des petits tribunaux de coutumiers. C'est des hommes qui vont occuper cette place, un peu comme des aînés de village. Ça n'existait pas. Et ce qui est paradoxal, semble-t-il, pas paradoxal, je pense, mais très important, c'est que même ces nouvelles fonctions qui donnent du prestige, hein, du prestige, vous avez à trancher des cas de viol, etc., ne donnent pas la possibilité de commander aux autres. C'est-à-dire, c'est comme si, Philippe, j'emploie les grands mots des anthropologues, l'éthos du guerrier, tu vois, c'est chic, non? L'éthos du guerrier, qui était, même si tu es un grand guerrier, tu n'as pas le droit de commander. Les hommes sont égaux entre eux, pas les femmes. Les hommes, hein? Cet ethos de guerrier continuait, alors que le monde est modernisé pour eux et qu'il y a des nouveaux pouvoirs de prestige. C'est comme si... Alors, je pense que ça ne va pas durer. Je pense que c'est parce que les barouillards vivent très loin des routes. Ils ont fait eux-mêmes fabriquer un terrain d'aviation par un travail de pioche et de pelle pour avoir un avion qui vient chercher leur café. Mais ils sont loin des routes. Et donc, ils ont la capacité d'agir sur eux-mêmes encore, sans un contrôle permanent trop proche, vous comprenez, ou une intervention permanente sur eux-mêmes à partir de l'étranger, quoi, de l'étranger, d'ailleurs, quoi. Alors, je pense que ce que je vous ai décrit, ce qui a disparu, ce qui est resté en étant affecté de la force contre la vie moderne, et ce qui a été complètement nouveau, scolarisation, christianisation, etc., eh bien, cette sorte de transformation s'explique aussi parce qu'ils ne sont pas en bordure des villes, ils ne sont pas dans des zones où il y a des grandes plantations, etc. Donc, ils ont évolué doucement, si on peut dire, je dis doucement, ils ont évolué avec des pressions, je ne dis pas minimales, mais des pressions qui s'arrêtaient quelque part, leur permettant d'agir encore sur eux-mêmes et de faire leur choix. Vous voyez ce que je veux dire? Dans d'autres régions où ils auraient été missionnarisés à fond, beaucoup plus tôt, et à d'autres époques du colonialisme, parce que maintenant c'est post-colonial. Donc ils votent pour des députés, mes enfants. J'ai vu le premier vote qu'on a demandé aux tribus pour préparer l'indépendance. Alors, je vous assure, c'était extraordinaire. On aligne les tribus, hommes et femmes, 1000, 2000 personnes, 1000, 2000 personnes. Le blanc est là, officier, avec... Et comme les gens ne savent pas ce que c'est qu'un député,
on leur présentait des grandes affiches avec des photos de 5, 6 hommes ou femmes qu'ils ne connaissaient pas. Et on appelait les gens sur les listes de l'administration. Les gens, je me souviens d'une vieille femme qui arrive, elle avait peur, elle ne savait pas. Et on lui dit « vote ». Enfin, on traduit c'était d'ailleurs pas le Barouya, c'était la tribu des Yundouye. La femme ne savait pas quoi faire. Elle voit des bouts de papier avec des photos de types qu'elle ne connaît pas. Vote. Alors, elle met son doigt au milieu de 2 photos. Donc, c'est très dur de déterminer pour qui elle avait voté, quand même. Donc, elle se fait engueuler par l'officier. Elle bouge sa main. À voter. Vous voyez l'entrée dans la démocratie électorale, hein, les premiers pas. Bon, maintenant, ils ont compris que si vous votez, vous avez un député. Et si vous avez un député, il amène beaucoup de fric. Et donc, se battent maintenant les clans pour avoir chacun un député. Mais qu'on a le droit qu'un député par district, on ne peut pas avoir des députés pour tous les clans. Mais le député amène de l'argent, amène la chose moderne, l'argent. Donc, ce sont les premiers pas dans la démocratie. Mais vous avez remarqué, suivre Jésus et faire du business, il n'y a pas d'État là. C'est Jésus, la religion, et le business, c'est la mondialisation. Mais ce n'est pas l'État qui est concerné là. Hein. L'État disparaît. Est-ce que vous voyez? L'État n'est pas au premier plan de leur tête. Jésus, c'est une intégration dans le monde des Blancs par la religion, hein, c'est très important. C'est universel, si on peut dire. Et le business, c'est parce que c'est comme ça. Pour vivre dans ce monde-là, il faut de l'argent, quoi. Alors l'État, maintenant, les Barouya et l'État, ce sera une enquête que tu vas devoir faire. Les Barouya et l'État. Alors, projeter ça, c'est un cas d'école que je vous ai décrit, hein, c'est un cas d'école, à cause d'une colonisation si tardive. On n'est pas au XVIe siècle chez les Incas. Hein. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Mais ce cas d'école vous montre quelque chose qui est global et local en même temps. La christianisation et le besoin de s'intégrer dans des grandes religions, monothéistes par exemple, c'est un phénomène mondial pour une partie du monde. Maintenant, faire du business et entrer dans le marché pour pouvoir, donc vendre pour pouvoir acheter pour vendre, c'est mondial. Et donc, vous voyez que c'est local, comme disent maintenant les gens, c'est du global qui est refait localement par les gens. Et donc, dans un mix, une mixture de passé réinventé, d'avenir choisi, d'avenir subi. Je m'arrête là. Merci Maurice pour cet exposé stimulant d'une rude franchise dans lequel tu n'as pas idéalisé les Barouya ni dans une situation traditionnelle ni dans l'évolution qu'ils ont subie au fil du temps, et c'est important, au fond, cette franchise est importante. Des cas comme celui que tu viens de nous évoquer et qu'on connaît à la fois en Nouvelle-Guinée et aussi, tu as évoqué l'Amazonie à plusieurs reprises, un peu après toi, mais j'ai connu exactement le même type de transition avec les mêmes transformations, pose une question plus générale, qui est celui, au fond, que tu as abordé lorsque tu as évoqué ce qui s'était maintenu, ce qui avait disparu, c'est qu'est-ce qui fait corps, qu'est-ce qui fait socius, qu'est-ce qui fait qu'une société conserve des éléments qui avaient contribué à ce qu'elle fasse société pendant longtemps, et qu'est-ce qui, tout d'un coup, en disparaissant, fait qu'elle va s'effriter et ne... Bien sûr, les sociétés changent
au fil du temps, constamment. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne sera plus ce qu'elle était auparavant? Donc tu as fait là une liste d'un certain nombre d'institutions, et ce qui est très frappant chez les Barouya, tu l'as montré dans tes livres, c'est que au fond le cœur de l'organisation sociale Barouya, c'est ce dispositif rituel, initiatique, qui vise à maintenir le pouvoir des hommes sur les femmes, avec cette hantise que tu évoquais tout à l'heure, qu'elles finissent par récupérer ce pouvoir, c'est-à-dire que cette force, au fond, qu'elles possédaient au départ et que les hommes ont récupéré à leur profit, elles puissent le récupérer. C'est tout à fait mythique. Hein, oui, oui, bien sûr, mais les sociétés marchent avec des mythes. C'est une construction vivante avec des mythes, avec des réalités qui n'ont jamais existé, mais qui font la structure sociale et culturelle du monde. C'est ce que tu appelais un monde. Et ça tient autour des rats. Mais en même temps, il y a ce phénomène de société guerrière dans lequel, même s'il y a des grands guerriers, tous les hommes sont à égalité. Il y a une sorte d'égalité quelque part. Vous comprenez? On ne peut pas faire la guerre. On ne peut pas faire la guerre sans une décision collective quand même, parce que... Bon, et d'ailleurs, quand il y a... Alors ça, c'est important pour toi, pour l'Amazonie. Quand un grand guerrier commençait à devenir un despote, il se vantait tout le temps, et à cause des morts qu'il avait provoquées, il se permettait de prendre les femmes des autres, d'abuser, quoi, de devenir un despote. À ce moment-là, les Barouya ils m'ont expliqué. On se débarrassait du mec, on se débarrassait du type. On informait les ennemis que Monsieur X va être dans son jardin à Bagneux dans 3 jours pour couper la forêt. Et comme par hasard, les ennemis arrivaient et tuaient le type. C'est un grand avantage. Après, les Barouya rendaient service aux ennemis de la même manière. Vous voyez, les ennemis annonçaient qu'il y a un gars à liquider, là, on le liquidait pour les autres. Ça prévenait comment on dirait en français, la riposte des frères. Si tu tues toi-même un Barouya, tout le clan du type qu'on a tué va être contre toi. Tandis que là, c'était bien. C'était les ennemis qui avaient tué, donc les frères n'avaient rien à dire. Ils étaient très contents que le despote avait été nettoyé. Donc il y avait toute une stratégie pour que, ça serait pour Isard, pour que celui qui voulait s'élever au-dessus dans le commandement disparaisse. Et là, il me semble aussi que ça continue, alors que dans les sociétés à Big Man, parce que là c'est les grands hommes, hein, à Big Man où il y avait interdiction de l'échange des femmes, il fallait échanger 10, 15 cochons dans des compétitions de richesse énormes, richesse précoloniale. On n'a pas du tout la même attitude. On n'a pas l'égalité et on a les rebusman, si tu te souviens, de Panov, qui avait fait un bel article, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de frères, pas beaucoup de terres, et qui a besoin de se marier, il n'a pas les cochons, il va dépendre de quelqu'un qui va lui donner les moyens de se marier. Et il va être dans une dépendance personnelle. Et là, on n'a pas l'égalité des guerriers, bien qu'ils soient tous guerriers aussi. Hein. Mais là, tu n'as plus l'égalité des guerriers. Tu as des hommes qui sont moins hommes que les autres. Hein. Mais oui, c'est quelque chose qui est très amazonien aussi, le grand guerrier qui essaye d'entraîner une faction dans des actions de plus en plus dangereuses et mortifères, finit par être abandonné par sa faction. Alors il n'y a pas vraiment de trahison dans le genre de celle que tu évoques, simplement on le laisse tout seul, donc sans protection, et il se fait liquider par les ennemis. Mais pour revenir à la question de qu'est-ce qui subsiste, qu'est-ce qui est important, tu parlais, on a le sentiment que à la fois l'égalité, comme tu viens de le dire, mais en même temps le maintien de cette domination ou de cette idée que les hommes doivent contrôler
cette force vitale dangereuse des femmes, et ça passait longtemps par les initiations. Tu dis, elles continuent, mais elles ont été transformées. Et donc, au fond, dans ce qui a été transformé, dans ce qui a été retranché du cycle initiatique, est-ce qu'on peut voir ce qui était important ou pas? Il y a des années, Lévi-Strauss, dans un cours ici au Collège de France, parlant des rituels de chasse aux têtes et de cannibalisme, justement, disait, au fond, ces rituels sont assez souvent des rituels qui sont comme des luxes, c'est-à-dire qu'on peut faire la même chose autrement. La capture d'un ennemi, son absorption, ou bien tout simplement le fait qu'on absorbe son point de vue, etc. C'est des choses qui sont bien, qui mobilisent la société, etc. Mais on peut faire sans. Et ça ne transforme pas complètement la société. Donc la question, au fond, que je me posais, c'est qu'est-ce qui est du luxe et qu'est-ce qui n'en est pas chez les barouillas, et notamment dans les initiations. Qu'est-ce qui a été retranché et qui était, au fond, qui n'était pas aussi fondamental que ça? Il y a peut-être deux choses qui ont été retranchées. Les rituels pour se purifier du sang des ennemis. Ça, c'est très important. Je pense que ça a disparu parce qu'ils ne peuvent plus faire la guerre comme autrefois. S'ils font la guerre chez les voisins et commencent à brûler un village et tuer quelques... Alors, quelque chose d'important la dernière fois qu'ils ont fait la guerre après l'indépendance, ils ont adopté une règle qui n'existait pas. On ne tue plus maintenant que les hommes. On laisse passer les femmes et les enfants. Et ça, c'est très intéressant. Ils ont modifié leur guerre post-coloniale en ne tuant que des guerriers, alors qu'avant, ils massacraient les gens et ils les mangeaient, quoi. Donc, alors ce qui reste, c'était mieux, à mes yeux, comme chaînon, la fellation des garçons. Je pense aussi que ça va disparaître complètement. Donc, la fellation entre garçons. Si la fellation de la femme par rapport au mari a déjà disparu, bon, il va rester, c'était mieux, quelque chose qui coule le barouillat dans le monde occidental, moderne et tout ça. Ce sont les hommes qui représentent la société. Ce sont les hommes qui gouvernent. Et avec des justifications que la femme ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela, puisqu'on ne les laisse pas faire de toute façon. Donc on ne peut pas... Alors il y a eu un cas très intéressant que j'ai observé, et qui a été éteint tout de suite. Quand les garçons et les filles ont été à l'école, les missionnaires leur faisaient faire de la gymnastique. Et il y a eu un incident, écoutez bien, qui m'a été rapporté. Une fille avait couru plus vite que les garçons. Vous vous rendez compte? Une fille avait couru plus vite que les garçons. Incroyable, non? On ne laissait jamais en compétition. Dans le même domaine, on ne mettait pas en compétition, sauf dans le chamanisme, filles et garçons. Là, c'est la gym. La gym, c'est le corps, c'est la force aussi. Une fille avait couru plus. Alors, les commentaires... Bon, en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui se maintient et qui va se reconstruire dans des formes modernes, la domination masculine. Mais les femmes, attention, ils reçoivent de l'Occident aussi l'idée que un homme et une femme devant Dieu sont égaux, etc. Il y a aussi des Américains féministes, etc. Donc tout ça pénètre dans la société, et il y a des gens qui s'emparent de cela pour dire non, on ne veut plus se soumettre aux hommes. Mais quelqu'un, hein, une femme et plusieurs peut-être, ont dit à Anne-Sylvie, qui était là il n'y a pas si longtemps, on est toujours sous les hommes. Donc ça, c'est des invariants. C'est des invariants. Ça passe d'une société primitive à la nôtre, puisque ça existe dans notre société. Alors, quelle est la différence entre eux et nous? Comment tu justifies les 25% de salaire en moins pour faire la même chose? Il faut un mythe pour ça.
il n'y a pas de raisonnement. C'est un mythe qui va nous expliquer qu'une femme qui travaille comme un homme, elle ne doit pas être payée. Donc il y a des endroits, des sites à mythes dans notre société. Il y a des sites à mythes. Donc c'est les mêmes structures qui peuvent... Donc si vous voulez, c'est ça. Alors en même temps, c'est l'idée quand même d'une identité de Barouya. Ils étaient fils du soleil. Hein. Un Barouya se disait fils du soleil. Alors le soleil comme divinité a disparu maintenant chez Jésus et Dieu peut-être, je sais pas, Jésus quoi. Alors, mais l'identité des Barouya c'est important. C'est le territoire aussi des Barouya. Le chamanisme c'était aussi un acte militaire, il faut expliquer ça. Les chamans je parle en anglais, les chamans hommes, toutes les nuits, les esprits des chamans hommes partaient le long des montagnes frontières du territoire et protégeaient les Barouya endormis contre l'arrivée de sorciers, d'esprits sorciers des ennemis. Il les repoussait. Et en même temps, ils se tournaient vers l'intérieur, c'est des mythes, hein, se tournaient vers l'intérieur des Barouya, et quand un esprit de Barouya allait chez les ennemis, il le repoussait. Sinon, les sorciers ennemis dévoraient l'esprit du Barouya, etc. Les chamans femmes, elles allaient se transformer en grenouilles, les hommes en oiseaux en haut des montagnes, les femmes en grenouilles le long de toutes les rivières du territoire des Barouya pour faire la même chose. Donc hommes et femmes protéger l'intérieur. Donc l'idée de protéger, d'interdire que les voisins te bouffent, il faut dire les choses comme ça, tout ça, ça ne peut pas disparaître. Et il y a un Barouya qui est pasteur, paraît-il. Alors, le samedi, il met une cravate et une chemise blanche, comme moi. Et puis pendant la semaine, il traite les gens qui ont, par le chamanisme, qui ont des maladies quelque part. Donc c'est mélangé tout ça. Ça peut pas être... Il n'y a pas de coupure totale. Vous voyez, il n'y a pas de coupure possible totale. Donc il y a des choses qui vont glisser dans le modernisme. Écoutez, combien de gens je connais dans le monde moderne qui vont prier pour que leur fils il passe son bac. Ou bien embrasser les icônes. Yeah. C'est tout à fait pareil. Moi, je vois, ma femme est grecque. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on va embrasser les icônes, toujours la même icône d'ailleurs, pour avoir un rapport particulier avec l'icône. Il y a une chose qui frappe... Je ne déconne pas, j'iconise. J'iconise. Depuis que je te lis et je t'écoute parler des Barouya et que je vois en particulier les images que tu as ramenées, il y a, pour revenir à cette question des initiations, il y a quelque chose qui est absolument prodigieux, c'est la timia, c'est-à-dire c'est la construction de la maison cérémonielle où on voit tous les hommes apporter des poteaux, se réunir, construire cette maison, et au fond c'est l'incarnation, c'est l'incorporation d'une société là. Oui, et c'est le corps. C'est le corps. C'est notre corps. Et comparativement, moi, je suis parti sur le terrain en t'ayant écouté, en t'ayant lu, en ayant vu ces images, et je suis arrivé dans une société, j'allais dire, d'individualistes forcenés qui s'entretuaient, et donc où il n'y avait aucune espèce d'incarnation à aucun moment d'un corps social de ce type-là. Et c'est pour ça que la question que je te posais sur les initiations, c'est-à-dire au fond sur ce moment absolument central où la société se réfléchit comme un corps, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Est-ce que, au fond, cette chose-là, c'est délité maintenant ou pas, hein? Le fait qu'ils aient repris les initiations après les avoir abandonnées pendant 14 ans, c'est dans cette même logique profonde. Parce que, puisque tu connais bien la chimia, les gens disaient,
c'est le corps, c'est notre corps. Les poteaux dont tu parles, chaque poteau est un initié. Chaque poteau est un initié. Il est planté par le père de l'initié. Donc tout, et ce que j'avais montré, qui m'avait frappé, c'est que les hommes sont là, tout autour. Avant de planter les poteaux, tous les pères, si on peut dire, sont là, avec le poteau qui va être leur fils, qui va devenir un os, l'os du corps, du squelette. Et à ce moment-là, j'avais remarqué que les hommes n'étaient pas par clan alignés. Ils n'étaient pas par clan, c'est-à-dire les Descola, les Godelier, tout ça. Mais ils étaient alignés par village. OK? Donc quelque chose qui transcende la différence des clans. Et au même moment, sur une invocation de Yip Meïé, le barouilla des barouillas, il plantait le poteau. Et ensuite, les femmes allaient recouvrir de chaume, c'est-à-dire la peau du corps. Donc les femmes apportent la peau, les hommes plantent le squelette. Donc le squelette. Et donc, il y avait la représentation et le vécu d'une identité collective fondamentale et d'un territoire. Tu vois, et c'est ça, je crois, qu'ils ne se pensent pas comme les Wantekia qui sont à côté, ni comme les Yuwaronache qui sont de l'autre côté. Ils sont Barouya. Alors qu'en fait, sur la carte officielle de l'État, c'est une communauté tribale locale. Ce n'est plus une tribu souveraine. Ce n'est plus qu'une communauté parmi d'autres. Et les Barouya parlent la même langue que 10 autres groupes tribaux qui sont autour d'eux. Donc, c'est un groupe ethnique après. Et un groupe linguistique ensuite. Ils sont là-dedans maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont gardé l'identité collective du territoire, quoi. Ça, tu as raison, quoi. Donc, domination masculine et identité collective par identification avec un territoire commun, c'est quand même important. C'est quand même important. Ça va traverser le temps encore un bon moment. Je ne vois pas les Barouillas devenir des paysans isolés dans leur ferme, chacun, avec des poules et des lapins ou des moutons. Je ne les vois pas pour l'instant. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'invariant qui passe, chargé de sens nouveaux, mais il y a une structure comme une sorte de squelette de science, je ne sais pas comment te dire, oui, une sorte de schème qui les associe, quoi, et qui tient. C'est un schème. Ça peut être repensé autrement, quoi. Ça peut être, mais l'armature va rester. C'est ça que je voulais dire. L'armature, mais le sens, ils vont en donner des sens nouveaux, quoi. Puisque maintenant, les Barouillas disent ah oui, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Enfin, vous connaissez là. C'est pareil, les chrétiens, que la voix de nos ancêtres. C'est faux. C'est faux. Parce que la loi de Barouilla, c'est tu ne tueras pas ton voisin, tu ne tueras pas ta femme, mais tuer les ennemis, alors là, il fallait y aller. Et c'est une connerie. Mais ils s'auto-légitiment en disant la loi des chrétiens, c'est la loi des ancêtres. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. C'est faux. C'est faux. Justement, j'imagine que le christianisme ne dit pas il faut tuer. Et puis en plus, c'est d'une banalité. S'il y avait une société où la loi de M. Macron, ça serait tue ton voisin, vole-le tous les matins, il n'y aurait plus de société. Donc c'est une sorte d'invariant de toute société. Tu ne voleras pas ta barouilla, tu ne le tueras pas, non. Autrement, si tu donnes l'injonction de tuer à tout le monde et de voler, donc c'est une banalité. Et donc ils ont commencé à s'auto-légitimer. Non, c'est pareil.
les chrétiens et la loi des ancêtres. Bon, c'est bien, les gars, continuez, continuez. J'étais dans un village à Tchouar il y a quelques années quand des missionnaires évangélistes ont voulu procéder à un baptême classique par immersion. Et alors, il leur expliquait avant, donc, vous devez renoncer à boire de la bière de manioc, vous devez renoncer à tuer vos ennemis. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est complètement délirant, c'est pas possible. Tuer mon ennemi, pas tuer mon ennemi, c'est impossible, c'est absolument impossible. La bière, donc, ça va, mais les... Non, la bière, même la bière, c'est pas... La bière, ça va, mais les va voisins... pas.